Il y a la France que vous connaissez, avec ses monuments incontournables, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante et inquiétante. Et si nous découvrions l'envers du décor, la face cachée de notre pays? S'il y a des lieux particulièrement bien cachés, ce sont bien les souterrains. Creusés pour se protéger, pour se réfugier, pour comploter ou pour œuvrer à l'abri des regards, ils renferment bien souvent des secrets inavouables et d'incroyables histoires. Comme si une vie parallèle se développait à l'abri de la lumière. Entre légende et réalité, de l'ère préhistorique à nos jours, plongés dans les entrailles de la Terre, dans ces lieux mystérieux creusés et façonnés par la main de l'homme. Dans la forêt de Fontainebleau, les parois des grottes sont recouvertes de signes datant de 6000 ans avant notre ère. Des gravures énigmatiques qui pourraient constituer la preuve de l'existence d'une civilisation inconnue. Près de Saumur, le château de Brézé dissimule sous lui un autre château souterrain celui-ci. Au Moyen-Âge, les seigneurs et les gens ont vécu sous terre pendant 5 siècles. Des lieux comme celui-ci, la légende s'accroche toujours très facilement. On peut imaginer toutes sortes de légendes, toutes sortes d'histoires. À quelques kilomètres d'Angers, 350 sculptures du XVIe siècle ont été redécouvertes récemment. Sous terre, personnages satiriques et grossiers côtoient des figures religieuses. Une œuvre gigantesque dont on ne sait presque rien. C'est un message de nos ancêtres, un message fort et puissant qu'on voudrait comprendre et connaître. À Saint-Émilion, c'est une église souterraine qui a été bâtie dans la roche au mépris de toutes les règles du clergé. Sur les parois de ce monument aux dimensions exceptionnelles, on trouve encore les signes révélant l'influence de sociétés secrètes dans l'édification de cet étrange lieu de prière. On a l'impression qu'il y a pu y avoir des choses particulières qui ne suivent pas forcément un dogme très précis et très catholique. Dans les souterrains de Provins, à côté des galeries utilisées par les marchands, une pièce recouverte d'un enduit noir aurait servi à dissimuler des rites d'initiation. Une véritable provocation en pleine période de la terreur. De la vallée de la Loire au contrefort des Pyrénées, les galeries souterraines renferment les secrets les plus étonnants. Cultes païens, sociétés interdites, messes noires ou autres célébrations obscures. Tout un monde de mystères s'est caché sous terre. Alors laissez-vous envoûter par la pénombre de ces énigmatiques souterrains, souvent appelés la maison du diable. Découvrons ensemble la France mystérieuse du monde des ténèbres. Des arbres à perte de vue et des rochers. Nous sommes à une 60aine de kilomètres de Paris, au sud de l'Île-de-France, dans la forêt de Fontainebleau. Le paradis des randonneurs et des amateurs de varap, qui sont loin d'imaginer que certaines grottes et cavités ont été le lieu de bien étonnantes pratiques qui pourraient remonter à 9000 ans avant notre ère. L'ancienneté fascine un peu, hein. Ça rend le mystère encore plus important. Ici, dans la pénombre, des hommes se sont acharnés à graver des signes énigmatiques. La plupart de ces gravures sont non figuratives, géométriques, stéréotypées. Pourquoi autant de gravures ici? Pourquoi toutes sont cachées? Pourquoi c'est tellement abstrait qu'on ne comprend pas? Donc c'est un vrai mystère pour nous. Des symboles abstraits en grand nombre à une époque où les hommes ornent les grottes de peinture figurative représentant des animaux et des scènes de la vie quotidienne. En choisissant la gravure, alors que les outils en métal n'existaient pas encore, le mystère s'épaissit. Comme matériaux, il n'y avait que le grès, qui est abondant, ou le silex, qui sont des roches très dures, siliceuses, qui sont aussi dures que la roche sur laquelle ils voulaient graver. Tout pourrait laisser penser que nous avons affaire à une civilisation qui devait être bien en avance sur son temps. Et de là à imaginer que ces gravures seraient bien plus que de simples signes. Comme ce mystérieux quadrillage omniprésent dans les cavités de Fontainebleau,
et dont la signification n'a toujours pas été trouvée. Les gravures, c'est des symboles, c'est des signes qui correspondaient à des rituels communautaires. Mais de quel rituel s'agissait-il? Et qui a bien pu s'obstiner à marquer la roche de son empreinte? Une énigme qui fascine et intrigue les archéologues et qui pourrait remettre en cause bien des théories. Pendant des siècles, la forêt de Fontainebleau a traîné une sinistre réputation. De terrifiantes légendes circulaient sur ce lieu où même les brigands craignaient de s'aventurer. Il a fallu attendre le 19e siècle et l'aménagement de sentiers de randonnée pour que cette grande forêt soit explorée de fond en comble. C'est un terrain d'aventure, cette forêt de Fontainebleau. C'est à ce moment-là qu'on découvre une quantité impressionnante de grottes ornées. L'accumulation de gravures dans cette région est hallucinante. Nous avons actuellement inventorié un peu plus de 2040 pour être précis, abris. Nous en trouvons tous les ans. C'est étonnant, c'est unique. Unique, et pas seulement pour le nombre et la concentration, mais aussi pour la période où ces symboles ont été gravés. Toutes les grottes qu'on a découvertes jusqu'à maintenant, on sait que beaucoup sont du Mésolithique. Ça commence à peu près à moins 9000 avant notre ère, pour se terminer avec l'arrivée des néolithiques à 5500, donc avant notre ère. Soit près de 5000 ans après les peintures de Lascaux. D'ailleurs, les gravures de Fontainebleau n'ont rien à voir avec les grottes ornées que l'on connaît. Ici, pas d'animaux ou de scènes de chasse. La plupart de ces gravures sont non figuratives, géométriques, stéréotypées, donc nous avons quelques difficultés d'interprétation. On a des associations de sillons qui peuvent être isolés, ou associés en séries parallèles, ou en chevrons, ou des rectangles. Des formes abstraites ou géométriques, comme des symboles à la signification mystérieuse. Et il y a un signe qui intrigue particulièrement les archéologues. La gravure la plus importante, la plus répandue, c'est le quadrillage. Il y a des cavernes, des abris dont les quadrillages font 2 mètres sur 1 mètre. Si les dimensions sont variables, le quadrillage est présent dans tous les abris, comme une nécessité ou une obligation. La structure graphique était imposée aux graveurs. C'est là l'important. Ils devaient graver un quadrillage et pas autre chose. C'est un code en quelque sorte. Mais pour rentrer dans la signification profonde, alors là, impossible. C'est peut-être là que se trouve la clé de l'énigme. Déchiffrer la signification et l'utilité de ce quadrillage permettrait sans doute de comprendre qui a gravé ces signes et surtout pourquoi. En tout cas, une chose est certaine, ces mystérieux artistes étaient sacrément motivés. Comme matériaux, il n'y avait que le grès, qui est abondant, ou le silex, qui sont des roches très dures, siliceuses, qui sont aussi dures que la roche sur laquelle ils voulaient graver. Car au Mésolithique, on ne connaît pas encore le métal. Il faut donc graver avec les moyens du bord, une tâche longue et fastidieuse. En fonction du temps dont disposait la personne, ou de soins, ou de la dureté de la roche, il réalisait un quadrillage plus ou moins grand et plus ou moins soigné. Pour faire un sillon, mettons, de 10 cm de long et d'un demi-centimètre de profondeur, il faut compter, mettons, 5 minutes à peu près. Lorsque l'on a un quadrillage qui comporte une 50aine de sillons, il faut quand même un certain temps. Environ 4 heures pour un simple quadrillage. La tâche est laborieuse et éreintante. Il fallait être disposé de façon plus ou moins confortable et avoir quand même une bonne vision avec un éclairage suffisant. Quelquefois, c'est au sol. Des fois, c'est au plafond. Le graveur, il était sur le dos en train de graver, il recevait toute la poudre dans les yeux. Pourquoi se fatiguait-il à faire ça? Là, c'est curieux. Encore un vrai mystère, là. Mais les graveurs ne se soucient pas de leur confort. Ils multiplient les sillons, sculptent la pierre comme poussée par une mystérieuse force. Un acte répétitif pour laisser dans la roche un étonnant et incompréhensible message. On se demande quelle était la force de la motivation pour qu'un individu passe un certain temps dans cette cavité, dans des positions incommodes, dans la pénombre, pour graver quelque chose. Une tâche qui ne devait pas être confiée à n'importe qui. Alors, l'importance et l'ampleur de la mission pouvaient-elles conférer à ces graveurs un statut particulier, comme une sorte de sorcier, gardien des traditions et d'un rare savoir-faire? On ne sait pas si les graveurs étaient des gens qui étaient supérieurs à la moyenne de la tribu,
Mais néanmoins, ils étaient en possession d'un code, des motifs graphiques qui leur étaient imposés par leur tribu. Ils devaient donc piocher dans une panoplie, en quelque sorte, qu'ils répétaient à satiété dans les abris ornés. Ils ne gravaient pas n'importe quoi. Ce qui intrigue, c'est cette propension à répéter inlassablement les mêmes gestes pour reproduire les mêmes symboles, comme une sorte de rituel. C'est une petite population qui avait certaines coutumes, certains rituels. Là, vraiment, il y a quelque chose de tout à fait irrationnel pour nous. Irrationnel et secret, car les endroits ne semblent pas avoir été choisis au hasard. Pour les graveurs, la cavité était signifiante. Et les abris ne sont pas à la vue de tout le monde. Le graveur ne cherchait pas à montrer son travail. Un vrai paradoxe. Des hommes travaillent la pierre pendant des heures dans des conditions éprouvantes pour ne pas être vus. S'agissait-il pour le graveur de se cacher comme pour accomplir une action interdite? Ou recherchait-il simplement un lieu d'isolement propice à la réflexion et à la méditation? C'est pas une personne isolée qui allait là et après personne n'était au courant. Non, la communauté où il vivait était au courant de ce rituel. Un bien curieux rituel en tout cas. Si ce n'était pas pour communiquer avec ses semblables, peut-être s'agissait-il d'entrer en communication avec des forces invisibles. L'acte de graver pour le graveur était certainement très important, il n'y a pas de doute. Il cherchait un esprit. Il parlait peut-être à une force supérieure, une force de la nature. C'était pour communiquer avec cette force. Le but de la manœuvre, à mon avis, c'était de communiquer avec l'au-delà par l'intermédiaire de la paroi, et non pas de communiquer avec ses semblables. Communiquer avec les esprits, avec les dieux. Serait-ce une croyance en l'existence de quelque chose venu de l'au-delà? C'était des gens qui avaient une réflexion sur le surnaturel, etc. Donc ils communiquaient en quelque sorte à leur façon avec le surnaturel. Pourquoi ces hommes préhistoriques, essentiellement occupés à trouver de la nourriture, éprouveraient-ils le besoin de communiquer avec des forces inconnues? Est-ce que c'est des rituels de superstition, des différentes croyances qui les amenaient à ça? Est-ce qu'il y a du chamanisme là-dedans? On n'en sait rien. On peut tout imaginer. Est-ce que c'était des rites, comme dans certaines grottes pour la chasse, des choses qui portent bonheur? Il y a plein de superstitions là-dedans. Chamanisme, superstition, communication avec des forces invisibles et supérieures. Ces énigmatiques gravures pourraient donc être la preuve d'une évolution incontestable de l'espèce humaine. Leur mode de vie a évolué, c'était peut-être moins dur. Est-ce que ces gens-là avaient un peu plus de temps pour penser à autre chose que satisfaire les besoins minimums de la vie? Est-ce que c'était le début d'une vie sociale un peu plus développée? Il est bien difficile d'en dire plus. Ce sont des gens qui ont commencé à avoir une vie spirituelle, ce qui les distingue un petit peu des périodes précédentes. C'est donc une véritable civilisation qui aurait émergé à Fontainebleau il y a 9000 ans. Une civilisation inconnue qui a laissé pour unique trace de leur existence ces mystérieux symboles. On peut imaginer donc les prémices de notre culture actuelle à partir de ces graphismes symboliques, stéréotypés, codifiés. Et ça ne cadre pas évidemment avec l'image que l'on se fait du préhistorique qui était une brute épaisse, qui n'avait que des soucis matériels. Eh bien non, ces gens-là avaient d'autres soucis un petit peu plus élevés. Ces mésolithiques ont évolué psychiquement et ils nous ont conduits, à mon avis, à l'expression actuelle qui est l'écriture. Voilà qui a de quoi nous dérouter quand on sait qu'il faudra attendre plusieurs millénaires avant l'apparition des premiers alphabets. Si les archéologues s'interrogent encore sur le sens de ces gravures, d'autres amateurs de mystère soutiennent une théorie pour le moins surprenante. Pour eux, cette civilisation ne serait pas venue là par hasard. Ils étaient peut-être attirés par les rochers qui avaient des formes extraordinaires. Ces rochers, dans la forêt de Fontainebleau, il y avait plein de théories là-dessus. On a même évoqué des extraterrestres. Des extraterrestres. On le constate, les gravures énigmatiques de la forêt de Fontainebleau n'ont pas fini de nourrir les fantasmes et les interprétations les plus étonnantes. En tout cas, ces abris ornés ont sans doute protégé les toutes premières esquisses de ce qui deviendra notre écriture. Une écriture qui apparaîtra des milliers d'années plus tard.
Mais les raisons qui poussent les hommes et les femmes à se cacher sont multiples. Au XVIe siècle, c'est toujours à l'abri des regards que l'on se livre à de bien curieuses pratiques, dont le sens exact, là encore, nous échappe. En Anjou, à une trentaine de kilomètres d'Angers, on trouve une grande diversité de sites souterrains. Et c'est ici, à Dénézé-sous-Doué, que l'on peut découvrir une cave incroyable, qui abrite une étonnante série de statues gravées dans la roche calcaire, typique de la région, le tuffeau. C'est exceptionnel, c'est vraiment un site très rare et unique en France. Il y a ici entre 300 et 350 sculptures réunies. Quand on entre dans ce lieu, on a une impression quand même très étrange, de mystère. Car ce lieu renferme une énigme que personne n'a réussi à résoudre pour l'instant. Ce qui fait la force, je pense, de ce site, c'est ce mystère qui l'entoure. Car on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas exactement ce qui est représenté. On a cette volonté de découvrir, parce que finalement c'est un message de nos ancêtres, un message fort et puissant qu'on voudrait comprendre et connaître. Caricature de pierre, message sous-entendu, lieu de rite satanique, toutes les hypothèses sont avancées, y compris les plus folles. Un endroit peut-être où on aurait sacrifié des enfants. Et le mystère s'épaissit quand on sait que l'endroit a été volontairement remblayé pour mieux le cacher. Car quelqu'un a entrepris de l'effondrer et de le reboucher une certaine période. Alors quand, pourquoi et par qui les sculptures de Dénézé ont-elles été gravées? Bienvenue dans l'un des sites les plus incroyables et les plus énigmatiques de notre pays. Nous sommes en 1956. Des enfants qui jouent au ballon dans les rues de Dénézé-sous-Doué découvrent par hasard l'entrée d'un souterrain. À partir de là, deux archéologues, Jeanne et Camille Fraisse, vont prendre le relais. Et on peut imaginer leur surprise au terme de leur exploration. Sous leurs yeux, c'est un monde fantasmagorique qui se dévoile. Le fantasme existe dès l'instant où on pénètre dans ce monde souterrain. Une cavité extraordinaire qui est restée cachée pendant une éternité. Au XVIIe siècle, le curé Christophe Pointier a accédé à cette cave grâce à un souterrain. Le point de départ était son presbytère, donc en fait le bâtiment qui se trouve juste en face de la cave, et donc arrivé ici, à l'intérieur. Découverte éphémère, puisque le site a été entièrement remblayé, comme pour préserver d'inavouables secrets. Est-ce le curé qui a pris peur? A-t-il été très choqué lorsqu'il l'a découvert? Est-ce lui qui a fait murer l'ensemble, qui l'a rebouché? Car quelqu'un a entrepris de l'effondrer et de le reboucher une certaine période. En tout cas, sans la Providence, personne n'aurait jamais connu cet incroyable entrelacement de personnages sculptés dans le tuffeau. En tout, il y en a plus de 300, de toutes les formes et pour tous les goûts. On a des visages qui sont très ronds, d'autres qui sont très allongés, des nez triangulaires. Et puis même les scènes en elles-mêmes ne sont pas pareilles. On va avoir une scène politique, on va avoir une scène de la vie courante, on va avoir une scène religieuse. Il y a certaines figures truculentes qui sont amusantes, qui sont un peu obsédantes aussi. Que font-ils? Est-ce qu'ils sont en train de chanter, de hurler, de crier? On a du mal à comprendre. Et c'est ce mystère-là qui pèse sur nous, je pense. On caricature la vie quotidienne. Mais les trois ordres, noblesse, clergé et tiers-état, ont aussi largement inspiré le sculpteur. On a par exemple des processions religieuses avec nettement des personnages avec des coiffures religieuses, des chapelets, mais mêlés avec des scènes très érotiques à côté. Il y a tout. Il y a de la critique de tout, du pouvoir, des grandes têtes, des petites têtes, des petits personnages. Il y a même des chevaux, des personnages qui s'entrelacent. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a effectivement de tout, y compris des personnalités que l'on peut reconnaître facilement, et pas forcément dans les positions les plus avantageuses. On a ici réuni dans cette cave plusieurs personnages importants, des personnages de l'histoire de France. Avoir réuni à la fois le roi Henri II au centre, Diane de Poitiers qui est montrée avec les seins à l'air, et Catherine de Médicis qui est présentée donc vraiment comme la femme officielle, c'est aussi représenter ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est à partir de ces scènes qui ridiculisent ou singent les grandes figures du XVIe siècle que certains ont pu en déduire que les sculptures dateraient de cette époque. Il
il semblerait que ces sculptures aient été réalisées sur une période d'une vingtaine d'années, au XVIe siècle, entre 1560 et 1580. Une datation qui semble être confirmée par d'autres indices. Les éléments les plus caractéristiques étant la fraise, le caleçon, des instruments de musique très particuliers et pas d'éléments datant d'après le XVIe siècle. Des sculptures de la fin du XVIe siècle? C'est bien l'une des rares informations que l'on détienne sur cet endroit étonnant. Car pour le reste, ce ne sont que suppositions. Le site est unique, impossible donc de pouvoir le comparer. Si on trouvait, je ne sais pas moi, une église ou une chapelle avec des sculptures du même style, des mêmes expressions, ça pourrait nous aider, en quelque sorte. Ou un château, ou qui sait, ou un manoir enfoui sous terre. Mais rien de tel dans la région. Alors certains pensent que ces sculptures étaient l'œuvre d'artistes occasionnels. Ce n'est pas un travail très léché. C'est pas un travail d'artiste qui s'est entraîné pour faire un chef-d'œuvre. Elles sont quelquefois grotesques, quelquefois à peine ébauchées. Quelquefois, il y a des visages beaucoup plus élaborés. Il n'y a aucun respect des proportions. Il y en a des très grands, des très petits, ça s'entremêle dans tous les sens. Si on regarde plus précisément ces sculptures, on se rend compte qu'elles ont quand même été réalisées par différents personnages parce qu'elles sont différentes en elles-mêmes. Si on peut écarter la théorie d'une œuvre artistique, on peut s'interroger sur le fait que ces personnages ont été créés à l'abri des regards. Je sais que c'est un endroit où on se défoule. Il n'y a plus le carcan du monde extérieur. Ceux qui ont sculpté ici se sont défoulés. Ils n'étaient plus du tout brisés. Ils sont exprimés à fond. Peut-être qu'on exprime sous terre ce qu'on n'ose pas exprimer au grand jour. Car, en fin de compte, ces sculptures sont loin d'être innocentes. Toujours grotesques, parfois lubriques, souvent critiques, elles ont pu être l'œuvre de contestataires. On ne sait pas forcément écrire au XVIe siècle. La plus belle manière de raconter ce qui se passe au jour le jour, c'est de les réaliser dans la pierre, dans la sculpture. C'est ce que l'on peut voir encore aujourd'hui avec Charlie Hebdo, par exemple. C'était la critique de l'époque, la satire de l'époque. Une bande dessinée satirique du XVIe siècle gravée dans la roche? Si tel est le cas, on comprend mieux pourquoi les sculpteurs ont travaillé dans le plus grand secret, préférant la pénombre à la lumière. Ils sont tout à fait hors la loi. En 1539, on a l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui en fait abolit entièrement les confréries de métier, c'est-à-dire que ces tailleurs de pierre n'ont plus le droit de se réunir à l'air libre. Ils risquent en fait tout simplement d'être tués, d'être massacrés par le roi. Mais qui a bien pu risquer sa vie pour faire naître cet univers irréel? Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le royaume de France est ravagé. Les guerres de religion entre catholiques et protestants se succèdent. C'est dans ce climat délétère que ces sculptures prennent forme. C'est peut-être toute l'effervescence justement de cette période de Catherine de Médicis, des reines Margot, des complots. Peut-être que tout cela est représenté ici, mais par qui? Est-ce des gens qui contestaient quelle autorité? Était-ce l'autorité royale? Était-ce l'autorité religieuse? Saumur, à une quinzaine de kilomètres de Dénézé, était une poche de résistance protestante en terre catholique. Une région tenue d'une main de fer par la famille de Guise. C'est une famille très catholique qui n'aime vraiment pas les protestants et qui font d'ailleurs tout contre ces derniers en promulguant des lois contre la liberté de culte protestant, en leur interdisant de se réunir. Face à cette répression, les protestants vont se rebeller. En 1574, ils publient notamment un pamphlet intitulé « Le réveil matin des Français et de leurs voisins » qui ridiculise la famille de Guise. Et certains passages de ce brûlot auraient inspiré une scène de Dénézé. Ce pamphlet, la plus belle représentation que l'on a aujourd'hui en France, c'est la sculpture qui se trouve dans la cave, donc aux sculptures de Dénézé-sous-Douy. Avec une vierge qui est toute nue, une croix qui s'est transformée en hache. Si l'hypothèse d'une œuvre satirique imaginée par des protestants est crédible, il demeure que certains sujets gravés dans la pierre sont pour le moins très éloignés des préoccupations religieuses. On a également des scènes qui sont plus ou moins osées. On a des personnages qui posent leurs mains sur des parties de leur corps qui seraient défendues au XVIe ou au XVIIe siècle. Il y en a qui crient, il y en a qui hurlent. Il se passe des scènes très curieuses.
Des scènes qui dénotent franchement pour l'époque. Alors toutes les hypothèses sont envisagées pour cette création hors norme. On a également parlé des diableries de Douai-la-Fontaine, parce que Rabelais l'écrit en fait dans ses livres. Donc Douai-la-Fontaine est à quelques kilomètres de Denzé, donc pourquoi pas est-ce que ces diableries auraient eu lieu ici, en Réunion, dans une cave? On a des petits diables ici. Ça fait partie... c'est indissociable. Il n'y aurait pas de messe noire s'il n'y avait pas de religion. C'est certainement l'hypothèse la plus sulfureuse et la plus ésotérique. Ici se seraient déroulés des rites secrets. Culte à la gloire de Satan? Pourquoi pas? Surtout que l'époque pouvait être propice à certains excès. On a vu un Gilles de Rais qui a sévi pas très loin dans la région aussi. Lui aussi a dû s'adonner à une forme de sorcellerie. Et d'autres vont encore plus loin. Mais un endroit peut-être où on aurait sacrifié des enfants. Messe noire, fantasme ou réalité, rien ne permet de trancher. Ça existe encore un peu dans les mentalités ici, dans nos campagnes, vous savez, les ressources, les gens qui se jettent des mauvais sorts, les phénomènes d'envoûtement, de désenvoûtement, ça existe. Ça a toujours existé dans nos campagnes. Et ici d'autant plus. Et sous terre, le milieu est idéal pour cela. Satiristes, conspirateurs, libertins, satanistes. Aujourd'hui, toutes ces hypothèses restent envisageables. Ce qui fait la force, je pense, de ce site, c'est ce mystère qui l'entoure. Car on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas exactement ce qui est représenté. Connaîtrons-nous un jour la clé de cette fantastique énigme? On a cette volonté de découvrir, parce que finalement c'est un message de nos ancêtres, un message fort et puissant, qu'on voudrait comprendre et connaître. La vérité jaillira-t-elle d'une autre découverte? Il semblerait en effet que les sculptures de Dénézé soient plus nombreuses que prévu. Je suis resté ici pendant 20 ans avec un mystère extraordinaire. Quand on a commencé à dégager un petit peu sur le côté, on a vu arriver des têtes et des sculptures prouvant que derrière, il y avait d'autres sculptures, ce qui laisse à penser qu'il y a encore une salle sculptée derrière. Quoi qu'il en soit, pour percer le mystère de Dénézé, il va falloir faire vite. Le fait d'avoir remblayé cette cave, et ce pendant près de 400 ans, ça a protégé les sculptures. Et quand on les a découvertes dans les années 74-76, eh bien on a enlevé le remblai, on a enlevé cette protection, donc on a mis à l'air libre ces sculptures aujourd'hui. Et malheureusement, eh bien l'humidité, le temps, les intempéries les ont énormément détériorées. On a vu des moisissures, des diatomées, ça a commencé à s'abîmer. Et ça s'abîme de plus en plus. Et aujourd'hui, elles sont en train de disparaître. Tout le monde semble impuissant pour lutter contre cette disparition programmée. Alors on envisage le pire. Peut-être que pour sauver cette caverne, il faudrait la remblayer totalement. Moi, je la vois bien réensablée jusqu'en haut. Ce trésor unique serait enfoui, emportant avec lui ces mystères. Peut-être que dans un millénaire ou deux, on redécouvrira. Et on se posera des tas de questions sur quels sont les hommes qui ont fait ça. Au fil des siècles, les souterrains ont permis d'échapper aux règles en vigueur et de pratiquer des rites interdits. La riche cité médiévale de Provins est mondialement connue. Mais ce que l'on sait moins, c'est que dans les souterrains de la ville, de nombreux adeptes de sociétés secrètes ont été initiés au XIXe siècle, parvenant à déjouer la terrible loi de la terreur instaurée par Robespierre. À Saint-Émilion, Pierre de Castillon va édifier au XIIe siècle un étonnant lieu de prière, une église souterraine, défiant ainsi toutes les règles imposées par le clergé. Alors continuons de parcourir ensemble les histoires incroyables des souterrains de France. Sur les terres fécondes du territoire d'Anjou, les châteaux se multiplient, montrant la richesse de l'histoire locale. À quelques kilomètres au sud de Saumur, se dresse le plus insolite de tous, le château de Brézé. C'est un château qui sort du sol, qui dépasse comme ça, mais au moment où on franchit le pont-levis, là, toute la mesure du château, d'un seul coup, jaillit. Pourtant, à première vue, rien ne le distingue vraiment des autres édifices jalonnant la Loire. Le château qui existe en surface est un château parmi d'autres châteaux du Val-de-Loire. Sa particularité, c'est ce qui est en dessous. Ce qui est
vraiment insolite, c'est bien évidemment le fait qu'il y ait deux châteaux. Un château aérien, un château souterrain, un château visible, un château invisible, un château de lumière et un château livré à l'ombre. Deux architectures comme empilées l'une sur l'autre. Un piton rocheux, creusé de part en part d'un incroyable réseau de galeries et d'alvéoles, surmonté par un château étincelant et majestueux. Sans équivalent en Europe, cet énigmatique dispositif interroge et fascine. Des lieux comme celui-ci, la légende s'accroche toujours très facilement. On peut imaginer toutes sortes de légendes, toutes sortes d'histoires. Lorsque l'on visite le domaine de Brézé, on s'engage dans un voyage à travers les siècles, un voyage sur 1000 ans. Et un voyage qui va de surprise en surprise, surtout quand on sait comment s'organisaient les occupants de ce lieu décidément pas comme les autres. On vivait beaucoup dans les souterrains et on était assez peu présent en surface. Et c'est bien ce qui fait le mystère de Brézé. Ici, les seigneurs successifs ont agrandi le domaine tout en continuant à vivre en reclus dans le monde des ombres, et ce pendant toute la première moitié du second millénaire. Ce domaine souterrain tellement vaste et le château Renaissance qui le surplombe font de Brézé l'un des lieux les plus intrigants de la région. Aux environs du Xe siècle, la France est à feu et à sang. Conflits religieux et conquête de territoire, les raisons de faire la guerre ne manquent pas. Après l'effondrement de l'Empire carolingien, on sait qu'il y a eu toute une série d'invasions. Les Normands ont remonté la Loire et ont dévasté toute la région. Brézé n'échappe pas à la règle, et les enjeux locaux ne vont rien arranger, bien au contraire. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'an 1000. Nous sommes sur une zone de conflit. S'opposent régulièrement les comtes d'Anjou et les comtes de Blois. Les seigneurs de Brézé sont fréquemment pris entre deux feux. Mais alors que partout en France, on construit des châteaux forts pour se défendre, les seigneurs de Brézé, eux, vont faire un choix qui, aujourd'hui encore, ne s'explique pas totalement. Le réflexe sera de se mettre à l'abri et de profiter de ce que la nature nous offre. Nous sommes sur un bassin calcaire, une pierre tendre que l'on appelle le tuffeau. Cette pierre tendre se creuse extrêmement facilement. Il fallait vraiment se cacher. L'aménagement de souterrains était une solution rêvée, idéale pour survivre dans une période difficile. Tout à Brézé va donc s'organiser sous la terre. Le seigneur et ses gens vont adopter un style de vie bien particulier. Le seigneur de Brézé vivait énormément sous terre, à l'abri, disposant de lieux de vie, organisés autour d'un puits de lumière. Un puits de lumière qui joue sûrement un rôle essentiel. C'est l'un des seuls points de communication avec l'extérieur. Non pas qu'on puisse s'y faufiler, mais c'est le seul point par lequel arrive la faible lumière du jour. Et l'on comprend mieux comment les premiers occupants vont étendre leur domaine souterrain. Étrangement, ils vont délaisser la surface, apprivoiser les ténèbres, vivre 24 heures sur 24 dans les souterrains et installer les activités à l'abri des regards. Un puits de lumière en position centrale et rayonnant autour des cavités créées par l'homme pour des chambres, mais aussi des lieux de stockage, salles de silos extrêmement volumineux pour entreposer à température constante des céréales ou des bulbes. Un réseau gigantesque se met en place. Il permet même de faire entrer les chevaux qui tiraient les charrettes et facilitaient le travail des paysans. À Brézé, on ne sort plus des souterrains que pour aller aux champs. Seigneurs et paysans vivent en totale autarcie. Mais c'est aussi un lieu idéal pour se protéger et survivre face à un éventuel assaillant. D'autant que le seigneur veille au grain. Dans le château de Brézé, on retrouve d'une certaine manière le modèle idéal de la féodalité. Les gens travaillent, fournissent de la nourriture et le seigneur protège. Un système dans lequel chacun s'y retrouve. Et les seigneurs mettent un point d'honneur à assurer la sécurité de chacun. Dans un univers tel que celui-ci, bien évidemment, on trouve des conditions idéales. Une vie comme ça, refermée, en autonomie. Mais à quel prix ? Vivre sous terre va à l'encontre des croyances de l'époque, où le monde souterrain s'apparente bien souvent au domaine du diable et de l'enfer. En se soustrayant au monde de la lumière, on se livre d'une autre manière à la peur.
parce qu'on se livre aux ombres. On est obligé de vivre avec le mystère des profondeurs. Entre la peur concrète de l'assaillant et l'effroi incontrôlable et viscéral des profondeurs, les gens de Brézé ont pris leur décision. Mais on peut se demander ce qui les a poussés à faire un tel choix. En se cachant, on s'offre aussi au monde des ténèbres, à l'inconnu. Et pour des raisons toujours inconnues, les seigneurs de Brézé vont affronter ce monde de l'obscurité pendant 4 siècles. Des siècles durant lesquels la seigneurie prospère et s'enrichit. Si on continue à vivre sous terre, se cacher ne suffit plus. Alors les systèmes défensifs commencent à faire leur apparition en surface. Il y a une époque, vraisemblablement, où on a fortifié la surface, où on a installé un donjon en bois, sans doute cerné de palissades, comme on le faisait avant le XIIe siècle. Par la suite, on a commencé à ériger une forteresse en pierre. En 1448, Gilles de Maillé-Brézé, alors à la tête du domaine, va initier une véritable mutation pour le château. Gilles de Maillé-Brézé demandant l'autorisation à son seigneur René d'Anjou de se faire construire un château conforme à son statut et d'y tenir une garnison. La place va se fortifier, le domaine va s'étendre. Pour la première fois, on creuse des fossés. Ils atteindront une dizaine de mètres de profondeur. Un siècle plus tard commence la période des châteaux de la Loire. Avec l'époque de la Renaissance, la puissance ne se mesure plus à la hauteur d'un rempart, mais plutôt à la beauté et la finesse d'un château. Artus de Maillé-Brézé décide alors de se faire construire en lieu et place du château médiéval un logis de plaisance à la mode italienne. À nouveau, les fossés sont creusés. Cette fois, ils atteignent jusqu'à 18 mètres de profondeur et confèrent à l'édifice cette étonnante silhouette qu'on lui connaît aujourd'hui, soulignant un curieux contraste entre le monde souterrain et ce château resplendissant. Des forteresses jaillissent de terre jusqu'à devenir un peu des dentelles de pierre. En surface, à la lumière, on reçoit des hôtes prestigieux. Charles IX et Catherine de Médicis viendront visiter Artus de Maillé-Brézé. Toutefois, l'activité en sous-sol continue de se développer. Et pour des raisons étranges, on travaille encore et toujours sous le niveau de la terre. Quand on a depuis des générations et des générations eu l'habitude de se cacher, de se dissimuler, eh bien on conserve cette habitude, on continue à tâcher d'échapper au regard. Certes, l'incroyable profondeur des douves offre de nouvelles perspectives. Mais pourquoi développer à ce point les activités souterraines ? Sur la paroi extérieure des douves, on creuse galeries et alcôves tout autour du fossé. Nous sommes au fond de douves qui font 18 mètres de profondeur. Il y a possibilité, à partir de là, de s'agrandir, de créer de nouvelles cavités. La pierre de tuf permet d'avoir une température constante de 13 degrés, ce qui est on ne peut plus intéressant pour la conservation du vin. Effectivement, l'activité vinicole va constituer une des richesses principales du domaine. Le vin de Brézé était, semble-t-il, déjà très apprécié à la table de René d'Anjou. Et la réputation de ce nectar se poursuivra jusqu'à nos jours. Mais une autre activité a largement contribué à la richesse de Brézé. Depuis le XVe siècle existait à Tours une manufacture royale de soieries créée par Louis XI. Il fallait donc alimenter cette manufacture. C'est pour cela qu'ici à Brézé existait une magnanerie, un lieu particulier où étaient élevés des vers à soie. Le domaine est élevé au rang de marquisat par Louis XIII. Et malgré ce nouveau statut, c'est au fond des douves et non en surface que l'activité prospère. On creuse d'autres celliers, une glacière et même une boulangerie. Au fond des douves, un mystérieux village souterrain se met en place. Quand on descend dans les douves, je me plais à imaginer quelle vie, quel grouillement ça a pu être à une certaine époque. C'est une atmosphère de village, de petits villages, de ruelles de villages. Un monde presque fantastique. Les seigneurs successifs de Brézé finissent par ramasser une véritable fortune, et ce toujours dans la plus grande discrétion. Il y avait manifestement un trésor ici à Brézé. Tenons compte
de l'activité viticole, la magnanerie pour la production de soie, toutes les terres dépendant du château. On peut ainsi comprendre pourquoi ce domaine était bien défendu. Craignant que cette richesse finisse par attirer les convoitises, les générations de Maillé-Brézé, tout aussi prudents, ne cesseront de fortifier la place. À ma connaissance, ce château n'a jamais été pris et on peut le considérer comme quelque chose d'imprenable. Surtout à partir du XVIe siècle, les seigneurs de Brézé vont successivement inventer des moyens de défense et ériger une forteresse inviolable. Il y a ici un système défensif extrêmement sophistiqué, associé à des douves les plus profondes d'Europe. Il y a des postes de tir dissimulés, avec des fenêtres de visée. Il y a aussi des échauguettes. Les gardes étaient dissimulés à l'intérieur, surveillaient parfaitement le fond des douves et pouvaient alerter sur la venue de tout assaillant. Un système efficace, puisque jamais aucun assaillant n'a pu entrer dans Brézé pendant les siècles qui ont suivi. Une particularité qui fait de ce château un cas unique en son genre. Et les mystères qui entourent ce lieu décidément pas comme les autres sont encore nombreux. L'un des plus grands mystères de Brézé, c'est évidemment quelle est l'étendue réelle des souterrains. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Qu'est-ce qu'il y a dans ce boyau minéral ombreux qui a été creusé il y a des siècles? On ne sait pas tout ça. On est obligé de vivre avec le mystère de ce qui est enfoui. Si les souterrains de Brézé sont aujourd'hui déserts, il n'en a pas toujours été ainsi. Du Xe au XVIIIe siècle, ils ont été le lieu d'une vie incroyablement riche et prospère, qui n'a pas encore dévoilé tous ses mystères. Pour s'abandonner au monde des ombres, il est donc nécessaire d'avoir d'excellentes raisons, y compris même les plus inavouables. Provins, dans l'est de l'Île-de-France, est une cité médiévale remarquable. Vieille demeure bourgeoise, remparts impressionnants et tours fortifiées témoignent d'un riche passé. Le joyau architectural qu'est la ville de Provins reflète donc la prospérité de la ville au Moyen-Âge. L'histoire de Provins ne fait que peu de mystères, sauf si l'on se risque à pénétrer sous terre. C'est certainement un mystère, entre guillemets, qui apporte beaucoup à Provins. Il y a toute une économie parallèle qui va se développer donc, dans les galeries souterraines. Des galeries qui vont être investies par des personnages souhaitant opérer en toute discrétion. On a pu se servir de ces souterrains pour des sciences occultes. Je ne vais pas plus loin. On retrouve également dans les souterrains certains signes qui nous permettraient éventuellement de penser à une occupation de certaines sociétés discrètes. Des indices témoignent encore de ce mystérieux passé où se pratiquaient des rituels ésotériques et interdits. Sous l'une des séries de cercles aussi, on retrouve tout un ensemble de compas et d'équerres entrecroisés. Des signes qui, à l'évidence, rappellent le symbole des francs-maçons. Mais que venaient-ils faire dans l'obscurité et l'humidité de ces souterrains? Et pourquoi avoir gravé ces signes s'ils cherchaient à se cacher? Autant de questions et bien d'autres dont les réponses sont enfouies à plusieurs mètres sous terre. Au XIIe siècle, Provins est la capitale des puissants comtes de Champagne. Les comtes de Champagne ont beau être les vassaux des rois de France, ils sont économiquement et militairement leur égaux, si ce n'est plus puissants. Mais surtout, la cité est particulièrement prospère. Elle est réputée dans l'Europe entière pour ses activités commerciales. Provins, à l'origine, c'est un camp défensif. On a décidé d'en faire une ville de foire. L'activité des foires se situe essentiellement de la fin du XIe siècle jusqu'au milieu du XIVe siècle. Ça correspond vraiment à l'apogée de la ville de Provins. Les foires attirent des milliers de marchands et de visiteurs, mais aussi des voleurs et des brigands qui convoitent les produits mis en vente. On va créer des salles bases dans lesquelles les marchands vont pouvoir exposer leurs produits. On va concevoir un urbanisme avec des rues larges, relativement droites, pour que les marchands puissent circuler facilement. Ces marchands, on va les protéger également pour assurer la sécurité de leurs biens et de leurs personnes. À cette époque, Provins est en pleine transformation. Les comtes de Champagne sont pris d'une fièvre bâtisseuse.
leur ville doit s'agrandir, se protéger, affirmer sa puissance et sa richesse. En construisant une muraille quasiment aussi grande que celle de Paris, en construisant la tour César qui était l'une des plus majestueuses construites à l'époque, il y a plutôt une volonté ostentatoire. Alors on fait appel aux talentueux artisans qui sillonnent la France pour bâtir des cathédrales et des fortifications. Il y a donc un mouvement professionnel de compagnons qui vont construire les murailles, construire les édifices religieux, construire Provins. Des compagnons du devoir qui vont avoir besoin de matériaux, et ce en grande quantité. Il faut donc creuser pour extraire la pierre. En ville haute, on a plutôt des souterrains qui sont d'anciennes carrières de pierre calcaire pour la construction. Voici donc l'une des origines des souterrains de Provins. Mais ce n'est pas la seule. Quand on descend petit à petit vers le Val, vers la ville basse, là on commence à avoir des souterrains qui sont d'anciennes carrières de craie, de terre à foulon. La terre à foulon, c'est de l'argile qui est largement utilisée dans la fabrication du célèbre drap de Provins. Une étoffe de luxe d'un bleu intense vendue pendant les foires médiévales. On va extraire donc cette terre à foulon pour dégraisser les tissus de laine après avoir tissé les draps de Provins. À Provins, au XIIe siècle, on creuse dans tous les sens et les galeries prolifèrent dans le sous-sol de la cité. Les compagnons du devoir vont alors trouver une utilité à ces souterrains bien pratiques quand il s'agit de se mettre à l'abri des regards. Au moment de la construction des édifices religieux, il y a une dualité entre les corporations et les compagnons cachent leurs secrets de fabrication. Ces compagnons ont déjà des traditions bien établies. Transmettre discrètement des techniques de fabrication, mais aussi certainement pratiquer des rites secrets. Ces galeries ont servi de cachette aux compagnons. Pourtant, ils n'ont pas manqué de laisser des traces. Gravés sur les parois des souterrains, des signes ont résisté à l'usure du temps. On retrouve des instruments utilisés pour la construction, tels que le compas, l'équerre, le fil à plomb. Au départ, ces signes-là permettaient aux tâcherons, c'est-à-dire aux ouvriers qui fabriquaient, de marquer leur travail. C'était une façon de marquer leur travail et d'être rémunérés en fonction de ce travail. Des symboles que les compagnons ont gravés un peu partout dans les souterrains de Provins, avec des formes et des significations différentes. On voit un petit peu partout des séries de cercles concentriques tracés au compas. Alors c'est un symbole qu'on retrouve dans le compagnonnage. Sous l'une des séries de cercles aussi, on retrouve tout un ensemble de compas et d'équerres entrecroisés. Signes ésotériques et rites initiatiques secrets sont bien l'apanage des compagnons du devoir. Ils ont contribué à alimenter les fantasmes et les légendes autour de cette mystérieuse société d'artisans et de bâtisseurs. Après la construction des édifices qui ont complètement métamorphosé Provins, les compagnons quittent la cité. Les galeries souterraines, elles, sont vite investies par les habitants. Ça n'a pas servi d'habitat. Par contre, on peut supposer que s'il y avait des marchandises, il y avait quand même quelques personnes qui surveillaient en fait les marchandises. Des marchandises et des denrées qui sont convoitées par des brigands de toutes sortes. Mais les souterrains de Provins ne sont pas forcément accessibles pour celui qui ne les connaît pas bien. Certains réseaux communiquent entre eux, d'autres pas. Ça ne sert pas de voie de communication. C'est à chaque fois, ce sont des petits îlots. On a à chaque fois des petites alcôves en fin de compte. Ça forme un quadrillage avec des petites alcôves latérales. Au niveau de chacune de ces alcôves, on a des marques de portes en fin de compte. Donc on voit que c'était fermé, tout était cloisonné. Donc en fonction des besoins, il suffisait d'intervertir les portes pour moduler l'espace. Entrepôts géants, les souterrains de Provins semblent avoir trouvé leur utilité. Mais au XVIIIe siècle, ils vont de nouveau servir de refuge à une organisation qui a tout intérêt à se faire discrète, les francs-maçons. Il y a une loge maçonnique qui a été fondée en 1783 à Provins. Cette loge, l'Heureuse Alliance, va se mettre en place. L'essentiel de la composition de la loge est en partie des militaires. Et il y a aussi des ecclésiastiques. La fondation va donc démarrer de ce groupe-là. Au départ, les francs-maçons ne se cachent pas. Ils ont même installé leur quartier général dans l'auberge du Pilier Rouge, en toute légalité. Il y aura même une sorte de paiement, une sorte d'action. Chaque membre de l'Heureuse Alliance va payer son écho. Donc apparemment, il y a un côté officiel sur l'implantation de la loge. L'Heureuse Alliance prend de l'ampleur et l'auberge du Pilier Rouge ne désemplit pas. Les membres sont de plus en plus nombreux. Ce sont les heures de gloire de la loge pour le plus grand bonheur de son fondateur, un certain Génisson. Au moment où Génisson
va installer sa loge, on est quand même dans une période calme. Mais tout va basculer très rapidement. Nous sommes en 1792, 3 ans après la Révolution. Le régime de la terreur est instauré. Un climat de suspicion et de peur règne sur la France. Les lois implacables et arbitraires se succèdent. L'une d'entre elles frappe d'interdiction les associations de tout type. Cette loi qui a été votée sous la terreur, elle va déranger tout le secteur associatif de l'époque. Évidemment, les francs-maçons seront parmi les plus visés. À Provins, les membres de l'Heureuse Alliance doivent se faire discrets. Il faut se cacher parce qu'on est recherché, voire emprisonné tout simplement parce qu'on est franc-maçon. Emprisonner, c'est un moindre mal, car à cette époque, les sentences prononcées par les tribunaux révolutionnaires sont bien plus lourdes. Toute infraction est punie de peine de mort. Les francs-maçons vont donc se terrer pour échapper au châtiment ultime. Ça justifie que les francs-maçons de l'époque aient pu utiliser des endroits alors qui étaient parfois inattendus. Les galeries souterraines sont alors une aubaine pour les francs-maçons qui souhaitent se réunir sans être vus. Ces souterrains sont pour eux une opportunité. Il ne faut pas se faire voir quand on entre. Une fois qu'on est entré, on sait qu'on est tranquille. Cette tranquillité, il faut la mériter. Il faut s'organiser pour ne pas attirer l'attention car les délateurs sont partout. Le moindre faux pas peut conduire les francs-maçons à la guillotine. Alors ils décident de se retrouver dans les souterrains de l'auberge du Pilier Rouge. Cette auberge communique avec le réseau de galeries souterrains. Dans cette galerie, des signes attestent clairement d'une présence franc-maçonnique. On retrouve des soleils, ces rayons qui diffusent ces connaissances. On retrouve également des symboles composites, ces symboles entremêlés. Comme les compagnons du devoir, les francs-maçons se sont appropriés la symbolique du cercle en l'adaptant à leur philosophie. Chaque cercle représente la connaissance, la connaissance universelle. Et plus on est élevé dans les degrés, plus on possède de cercles. Certains cercles sont coupés de ce qu'on appelle de chaînes d'union. On a des lignes qui entrecoupent ces cercles et elles-mêmes entrecoupées de petits traits. Chaque trait marque l'union entre les différents initiés en fin de compte d'une loge. On retrouve également à plusieurs endroits des dessins de pendus qui symboliseraient la soumission au maître de la loge maçonnique. Comme pour montrer la voie, ces symboles ne sont pas gravés au hasard dans les souterrains. Ils sont de plus en plus nombreux quand on approche d'une surprenante et inquiétante chambre noire. Le fameux mystère sur cette chambre noire, une sorte d'élément curieux qui est là et qui évidemment fait naître plein de fantasmes. Cette alcôve qui a été isolée par des maçonneries a été noircie. Alors c'est là qu'on voit que ça va brûler, c'est un enduit. Ce lieu étrange interroge encore aujourd'hui. Pourquoi Génisson, le maître de la loge, a-t-il installé dans ce dédale de boyaux souterrains une pièce toute noire alors qu'elle est déjà plongée dans les ténèbres? Une hypothèse semble s'imposer. Pourquoi Génisson a choisi ce trou, si je peux appeler ça comme ça, ce trou dans les souterrains? Moi je pense qu'en premier il y a l'opportunité, parce que ça correspond tout à fait à la philosophie maçonnique de l'initiation. Cette chambre noire pourrait donc avoir servi de cabinet de réflexion, c'est-à-dire un lieu secret où se déroule une partie du processus d'initiation. Si cet espace a été utilisé comme un cabinet de réflexion, effectivement, c'est purement symbolique en fin de compte. On va de l'obscurité vers la lumière, on passe de l'ignorance vers le savoir, vers la connaissance, vers la vérité. Du coup, c'est vrai que l'espace est aussi un peu conçu comme un tombeau symbolique. Comme tout rite initiatique, on meurt symboliquement afin de mieux renaître en tant qu'initié. C'est donc dans ce cabinet de réflexion que les francs-maçons de l'époque embrassaient la philosophie qui allait devenir l'essence même de leur vie. Il aurait donc rempli son office en préservant l'anonymat des membres de l'Heureuse Alliance et en les sauvant d'une mort certaine. À une exception près, puisque Génisson a mystérieusement disparu du jour au lendemain, ne laissant aucune trace. Partout en France, les souterrains cristallisent croyances et passions. En Auvergne, une petite commune du nom d'Arfeuil compte pas moins d'une trentaine de souterrains annulaires. Vraisemblablement creusés au Xe siècle, ils intriguent par leur forme spécifique et leur utilisation. Au XVe siècle, dépossédée de ses biens par son second mari, la reine Jeanne s'installe à Castella pour se constituer à l'abri des regards un imposant trésor de fausses monnaies. Rituels ésotériques et pratiques interdites
poursuivons ensemble cet étonnant voyage dans le royaume des ombres, des souterrains de France. En plein vignoble bordelais, Saint-Émilion est une référence dans le monde entier pour les amateurs de grands vins. Si ce charmant village attire aujourd'hui de nombreux touristes, il était au Moyen-Âge une étape incontournable pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils venaient ici célébrer l'ermite Saint-Émilion. Il y a énormément de mystères qui planent autour de cet homme. Et le mystère ne s'arrête pas à l'ermite, car au cœur du village se cache une incroyable église souterraine creusée à même la roche. On rentre en nous-mêmes quand on rentre dans cette église. C'est pour ça qu'il y a une forte dose d'émotion et une forte dose de crainte parce qu'on est dans l'ombre. Une église monolithe, majestueuse, fascinante, qui impressionne par son originalité. L'aspect de l'église fait que directement on a envie de se poser certaines questions. Et personne ne semble d'accord sur les raisons qui ont poussé à la construction de cette église troglodytique. D'autant que les bâtisseurs semblent avoir puisé leurs inspirations bien loin de Saint-Émilion. On a l'impression qu'il y a pu y avoir des choses particulières qui ne suivent pas forcément un dogme très précis et très catholique. Effectivement, les signes et les messages cachés sont si nombreux que l'église de Saint-Émilion renferme tout un monde de mystères. À commencer par ses origines, où il serait question de chevaliers, de templiers et d'alchimistes. Épidémies, guerres, famines ont considérablement affaibli la France pendant des siècles. Au XIIe siècle, les choses s'améliorent. Les gens se tournent de nouveau vers l'église. Une église qui prône le retour à la rigueur. C'est l'époque de la réforme grégorienne. Et à l'époque de la réforme grégorienne, c'est le temps des cathédrales, c'est le temps où toute la France va prendre un essor énorme avec le catholicisme. Une réforme qui rend beaucoup plus stricte l'Église qu'elle ne l'était en fait jusqu'alors. Rigueur, austérité, sévérité s'appliquent dans tous les domaines, y compris lorsqu'il s'agit de construire une église. Alors, quand on bâtit l'église de Saint-Émilion dans la roche, on contrevient aux règles élémentaires du clergé. Le côté souterrain en lui-même est plutôt référence aux enfers qu'au paradis. Souvent les églises, c'est pour ça qu'elles sont construites toujours plus haut pour s'approcher du ciel et symboliquement de Dieu. En s'enfonçant sous la terre et en se jouant des ténèbres, le bâtisseur s'apprête vraisemblablement à célébrer des rites chrétiens d'un genre particulier. Le rocher souterrain qui est bâti, qui est creusé, ça représente l'homme de foi qui va chercher, qui est en quête. On descendait dans l'ombre, dans la nuit, parce qu'on descend au fond de soi. Plonger dans les entrailles de la terre pour mieux s'élever. Une symbolique complexe, mais forte. À l'image de celui qui aurait commandé cet édifice, Pierre de Castillon. On raconte que c'est un homme qui ne respectait pas le clergé et qu'il avait été excommunié. Et donc du coup, c'était pour se racheter de ses péchés qu'il était parti en croisade. Pierre de Castillon ne s'est pas contenté de partir en croisade. Subitement et curieusement repenti, il aurait entrepris la construction de l'église pour se faire pardonner. Cette idée m'a paru toujours absurde. S'il avait voulu se faire bien voir de l'archevêque, ce vicomte de Castillon, il aurait construit une église classique. La manière dont on voue le culte ici ne correspond pas à ce qu'on devrait faire selon la réforme grégorienne. Une église sous terre, rien de tel pour s'attirer les foudres du clergé. Un risque surprenant pour quelqu'un qui souhaite se racheter. On peut même aller voir jusqu'à une sorte de soif de vengeance, un peu sa manière de dire, voilà, j'y suis allé, j'ai vu et je montre ce que j'ai vu. L'arrogance de Pierre de Castillon est à la mesure de sa mégalomanie. Le chevalier voit les choses en grand et il veut aller vite, très vite. Quand on sait que pour construire des églises, on a mis parfois des siècles et des siècles, rien que pour le clocher qui est au-dessus de nos têtes, il a fallu 3 siècles. Et pour cette église où plus de 9000 mètres cubes de pierre calcaire ont été extraites, voilà, peut-être en 50 ans, même moins selon certains, c'est ça qui fait aussi que c'est très impressionnant. Mais derrière ce tour de force et cette provocation adressée au clergé, l'édification d'une église sous la roche peut avoir également une explication plus terre à terre. C'est plus facile de creuser que de construire, ça peut être plus rapide, ça peut être plus économique. Cette idée que cette pierre, au lieu de l'acheter, on la creuse et ensuite on peut la vendre pour aussi gagner de l'argent. Donc il y a aussi beaucoup de concret dans le creusement de ce monument.
Quoi qu'il en soit, lorsque les travaux démarrent, le clergé est dans tous ses états. L'église avait beaucoup de mal avec ce creusement de monuments. On vend la pierre qui a servi à l'extraire, et c'est un laïc qui a fait faire cela. C'est pas dans le dogme, c'est pas très classique. Et les entorses aux règles de l'église sont encore bien plus graves lorsqu'on pénètre au cœur de l'édifice. La personne qui fait cette église prend l'inverse du message originel chrétien du XIIe siècle. Il fait une église souterraine au lieu de la faire à l'extérieur. Il a fait à l'envers, l'autel est à l'ouest au lieu d'être à l'est. Il fait un décor où on ne trouve ni la croix, ni la Vierge, ni les idoles des saints. Il n'y a rien. Aucun dogme n'est respecté. La liturgie est bafouée. Et de nombreux signes et symboles étranges parsèment le monument. Il y a des signes qu'on trouve du zodiaque. Il y a des anges qu'on ne trouve dans aucune église non plus, qui ont 4 ailes qu'on appelle des kéroubines, avec un mot forgé de l'akkadien, de Babylone et de l'hébreu. Ces anges sont les gardiens des tables de la loi, c'est-à-dire de la Torah, dans le temple de Jérusalem. Des influences multiples, venues du monde entier, qui n'ont rien à voir avec la foi catholique. On est dans un monde où on pourrait se croire en Inde, avec des serpents, avec ce dragon extraordinaire, un joueur de rebec. Ça vient du monde musulman. Pourquoi une telle profusion d'éléments ésotériques dans un lieu saint? Étonnamment, les autorités religieuses n'interviennent pas, alors que le bâtisseur a largement de quoi mériter la peine de mort à cette époque de grande fermeté. Comme si le clergé craignait Pierre de Castillon. La famille de Castillon, c'est une famille qui est importante dans la région, qui a du pouvoir, assez dominante, et qui peut s'affronter avec la religion parfois et le pouvoir du clergé. Le comte de Castillon, quand on lit la biographie des différents successeurs, c'est des bagarreurs, quoi. Ils sont avides, c'est l'argent. Pour certains spécialistes, la vérité serait ailleurs. Je ne peux pas imaginer un comte de Castillon avoir une érudition pareille. En plus, on n'est pas du tout sûr que ce fameux Pierre est revenu. Il est cité dans les annales de la croisade, mais ça s'arrête au cours d'une bataille, et après on n'en parle plus. Selon cette hypothèse, le vrai Pierre de Castillon aurait été tué en Terre Sainte. Et celui qui serait revenu, avec comme objectif de bâtir l'église de Saint-Émilion, serait un usurpateur. Il aurait ainsi œuvré pour le compte d'une organisation secrète. On peut s'étonner qu'on n'en ait pas davantage parlé et que même aujourd'hui, ça soit presque tabou d'évoquer les Templiers et d'évoquer les alchimistes. L'église de Saint-Émilion, édifiée par les Templiers et les alchimistes, certains indices permettent d'étayer cette théorie complètement folle. Les Templiers ont signé avec 2 signes du zodiaque qui les représentent. Ils étaient toujours par 2 et ils défendaient le temple de Jérusalem. Donc il y avait les Sagittaires plus les Gémeaux qui les représentaient. À l'époque moyenâgeuse, on vivait au rythme du calendrier astrologique. Mais pourquoi est-ce qu'on a uniquement ces 2-là et pourquoi ils sont positionnés à cet endroit-là? 2 signes qui n'ont pas été gravés là par hasard et qui ont une signification bien précise. Ils ont mis leur signature. C'est une croix pâtée qui s'appelle la croix templière. Quant aux alchimistes, eux aussi ont laissé des traces. Il y a un autel qui s'appelle Saint-Nicolas. Nicolas, à l'origine, ça veut dire le vainqueur de la pierre. Et la pierre, c'est la pierre philosophale. Et c'est le patron des alchimistes. Donc ils ont signé. La pierre philosophale, c'est l'objet de toutes les convoitises pour les alchimistes. Capable à la fois de transformer le plomb en or et de prolonger la vie. Templiers et alchimistes se seraient donc alliés pour construire cette église où les messages codés et secrets ne manquent pas. J'ai découvert que le fameux dragon, tout de suite on explique cela comme Saint-Michel qui va attraper le dragon, le vaincre, c'est le diable. J'ai remarqué qu'il lèche le petit homme qui est en face de lui. Il est apprivoisé par l'homme qui est en face et il lui donne son énergie. Encore aujourd'hui, personne n'a la vérité quant à son interprétation. Certains vont dans le classique en disant que c'est un combat entre le bien et le mal, mais on a d'autres interprétations beaucoup plus spéciales. C'est au contraire la découverte que le bien et le mal sont comme le jour et la nuit.
c'est-à-dire qu'elles sont indispensables, c'est la même source. L'église monolithe serait un lieu pour prêcher une parole hérétique et surtout pour faire passer un message quasi subliminal, revenir aux origines du catholicisme. C'est une église qui est catholique mais qui a voulu montrer les racines universelles du catholicisme et montrer une autre manière de parler de Dieu. Je crois qu'elle est à l'origine d'une nouvelle forme de lecture des évangiles qui fait renoncer à ces deux images assez catastrophiques que sont l'Apocalypse et puis le péché originel. Un message irrecevable pour le pouvoir religieux en place au XIIe siècle. Mais alors pourquoi n'a-t-elle pas été détruite? Son salut viendrait du culte voué à l'ermite Saint-Émilion, un saint homme qui au 8e siècle attirait les pèlerins désireux de le rencontrer. Il va vraiment christianiser la population, prêcher, donner conseil, protéger aussi, et c'est vraiment donc du coup un saint protecteur. Celui qui fédère, celui autour duquel on construit, celui autour duquel on veut vivre, celui avec qui on veut parler, avec qui on veut prier. Son aura n'a pas de limite et on le célébrera même après sa mort. Le village devient une étape incontournable sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il fallait ici une église pour matérialiser un vrai culte, sans doute autour d'Émilion ou autour de reliques ramenées de croisade. Au XIIe siècle, la popularité de ce saint attire encore des milliers de pèlerins qui représentent une manne financière considérable pour l'Église. Une bonne raison pour que le clergé ait fermé les yeux sur toutes les transgressions des règles catholiques. Mais un mystère demeure. La chose qui est très particulière, c'est d'avoir décidé de la creuser et non de la construire. En effet, qu'elle ait été construite pour Saint-Émilion ou pour célébrer un culte inspiré par les Templiers et autres alchimistes, pourquoi avoir choisi de l'enfouir? Le secret ne semble pas près d'être dévoilé, mais une chose est certaine, l'église monolithe continue de susciter interrogations et fantasmes. Si, à Saint-Émilion, les traces laissées par les bâtisseurs nous laissent présager l'influence de sociétés secrètes, en Auvergne, c'est justement l'absence de signes qui intrigue et questionne. Au nord du Massif central, dans les profondeurs de la montagne bourbonnaise, se cache un étonnant mystère archéologique. À l'abri du soleil et de la lumière, au détour d'un chemin ou à flanc de colline, on y trouve des cavités étranges dont on ne sait rien, ou presque. Ce sont des souterrains annulaires. Ce sont des souterrains qui, comme leur nom l'indique, présentent un anneau. Quand on dit anneau, on pense à une forme géométriquement pure. Souvent, ce sont des formes qui sont vaguement annulaires, mais ce n'est pas un anneau parfait. Aujourd'hui encore, personne n'a de certitude concernant ces étonnants souterrains, si ce n'est qu'ils ont été creusés au Xe siècle. Quant à leur utilité, certains avancent une hypothèse rationnelle. Ces souterrains appartiennent à des gens qui ont l'air d'avoir été brimés et sont fuyants. Ils venaient un peu se planquer par ici. D'autres sont persuadés que l'explication est plus mystique. Certains interprètent comme des conduits pour une communication avec l'au-delà. Un passage qui permettrait d'échanger avec les morts? Une idée effrayante qui pourrait expliquer pourquoi ces ténébreuses cavités sont tombées dans l'oubli. Les âmes des morts, en général, c'est pas bon signe. Quelle que soit l'hypothèse retenue, ces souterrains uniques par leur forme et leur emplacement suscitent aujourd'hui effroi et curiosité. Et ils demeurent l'une des énigmes les plus étonnantes de notre pays. Arfeuil, une petite localité d'Auvergne à quelques kilomètres de Vichy. C'est ici, à la fin du XIXe siècle, que, par hasard, les premiers souterrains annulaires sont redécouverts. En 1875, le docteur Noëlla, un érudit local, qui parcourait la montagne bourbonnaise et la montagne rouennaise, a repéré ces souterrains. Et très tôt, il a identifié qu'ils avaient tous le même plan, qu'il y avait une unité, une famille. Très vite, près d'une soixantaine de ces énigmatiques structures vont être exhumées dans la région. Et il y a plus étonnant encore, c'est l'extraordinaire concentration de ces étranges souterrains sur un seul et même village. La commune d'Arfeuil est, on va dire, un peu l'épicentre du phénomène annulaire.
en France et même en Europe. On ne s'explique pas vraiment pourquoi il y en a une telle concentration sur la commune. Pas moins d'une trentaine uniquement à Arfeuil. Cette commune tranquille et paisible cacherait-elle dans son passé de sombres raisons qui pourraient expliquer une telle concentration? Le mystère reste entier, il y a beaucoup plus de souterrains qu'on suppose. Une incertitude supplémentaire qui ne fait que renforcer le mystère de ces cavités décidément pas comme les autres. Si les interrogations sont nombreuses autour de ces souterrains, il existe par contre une certitude sur laquelle tout le monde s'accorde. Ça a été bien creusé par la main de l'homme. Les cavernes naturelles n'ont aucun rapport avec ce genre de souterrain, c'est pas possible. D'ailleurs, on peut voir ici ou ailleurs dans le souterrain des traces, des pics qui ont servi à creuser ces espaces. Et la période à laquelle ont été creusées ces singulières cavités ne semble pas faire de doute non plus. Nous sommes dans des structures qui sont du début du Moyen-Âge. En pénétrant les lieux, une constatation s'impose. Ils se composent tous, sans exception, de 3 parties bien identifiables. Il y a la galerie d'accès, il y a l'anneau, et il y a en général un petit renfoncement. Et à partir de ce modèle de base, il y a différents anneaux supplémentaires qui peuvent se rajouter, donc jusqu'à 3. En sachant que 3, c'est vraiment exceptionnel. Cette architecture reproduite à l'identique démontre que ces souterrains annulaires ont été façonnés dans un but bien précis. Mais là, le mystère s'épaissit au point de devenir impénétrable. Par rapport à l'utilisation de ces souterrains, quelle était leur fonction, leur usage, on a beaucoup d'interrogations. Et effectivement, aujourd'hui, on ne s'explique pas encore véritablement à quoi pouvaient servir ces cavités. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a différentes hypothèses. Une multitude de théories qui divisent historiens et archéologues et montrent la réelle difficulté à décrypter cet étrange phénomène. La première, c'est l'hypothèse du refuge. Elle est partagée par un certain nombre de personnes. Les vallées de la Loire, les vallées de l'Allier étaient très riches. Le pillage était courant dans la région. Une hypothèse a priori plausible, à un détail près. Le souterrain annulaire n'a pas d'espace pour qu'on puisse s'installer et se réfugier un certain temps. Ce sont des petites galeries et du coup, il n'y a pas d'intérêt particulier pour se réfugier. Trop petit, trop étroit, trop exigu. En un mot, inconfortable. Pas vraiment le refuge idéal. L'explication est peut-être ailleurs. D'autant que le creusement de ces souterrains et leur positionnement n'auraient rien à voir avec le hasard. On s'aperçoit que systématiquement, ces souterrains sont rattachés à une implantation agricole du Moyen-Âge. Donc, on peut imaginer que ces lieux sont des annexes de l'exploitation. Alors, est-ce que ce sont des lieux où l'on stocke, où l'on conserve? C'était peut-être leur seul moyen de pouvoir sauvegarder leur récolte. Plusieurs familles pouvaient entasser suffisamment de nourriture pour passer l'hiver, qui est possible. Des lieux de stockage. Là aussi, l'hypothèse paraît vraisemblable, sauf que dans ce cas, on aurait dû découvrir des traces. Mais, étonnamment, on ne retrouve ni débris d'outils, ni résidus de graines céréalières, par exemple. On n'a pas non plus de poterie entière pour vous dire que ce sont des réserves, des saloirs ou autres silos mobiles qui puissent être empilés dans ce truc. Ni abri, ni refuge. Quelle pouvait donc être l'utilité de ces mystérieux souterrains? Peut-être faut-il chercher une interprétation plus mystique. Cette forme annulaire, répétitive, singulière, ressemblant à la lettre grecque phi, serait la clé de l'énigme. On peut avoir une interprétation symbolique de cette forme. Et c'est ce qui a conduit donc certaines personnes à proposer cette hypothèse cultuelle, notamment rattachée à ce qu'on pourrait appeler le culte des morts. On s'aperçoit que chaque souterrain dépendait d'une ferme ou deux, mais pas plus. Donc il n'y a pas besoin de faire un souterrain si grand pour mettre 3 urnes ou 4 urnes. Des urnes contenant les cendres des défunts et des souterrains utilisés comme des monuments funéraires. Mais lors des fouilles, on n'a retrouvé ni corps calcinés, ni ossements, ni objets funéraires. Rien qui accrédite la thèse du culte des morts. C'est donc à l'extérieur des souterrains qu'il faut chercher. Là, des indices laissent à penser que ces cavités auraient tout de même été des lieux de culte.
Si on fait 50 mètres, 100 mètres sur la partie haute du petit mamelon là, qui domine le site, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des traces d'occupation qui ne sont pas pour l'instant datées précisément. Sur ce plateau, on trouve des pierres qui auraient pu effectivement être empilées pour pouvoir faire une construction, enfin quelque chose pour s'abriter. À côté, il y a aussi des foyers qui ont dû servir à faire du travail du fer. La présence humaine ne fait aucun doute, même s'il ne reste quasiment rien. Pourtant, ces traces intriguent par leur agencement. Le plateau est ovale et de chaque bord, il y a un fossé. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement c'est un plateau qui est bien plat, bien propre, bien nettoyé et qui a été vraiment entretenu, et le fossé aussi qui a été entretenu. Une attention étonnante pour ce lieu, quand on pense qu'il ne peut s'agir en aucun cas d'une habitation. Ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de moyen de faire un bâtiment suffisamment grand pour accueillir une famille. Le doute plane donc sur ce que l'on venait faire ici à proximité des souterrains, ajoutant ainsi au mystère de ces anneaux étonnants, plongés dans l'obscurité. Ce n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de passage, un lieu où des hommes pouvaient se faire des échanges de savoir, de procédés et ainsi de suite. Ici, on échangeait, on transmettait ses connaissances, une quasi-certitude. Et quand on remonte le temps, avant le Xe siècle et la construction des mystérieux souterrains, le doute n'est plus permis. Il y avait une tour ici et une école de druides. Cette tour fumait très noire. Bien avant l'arrivée du christianisme, Harfeuil aurait donc été un haut lieu de la culture druidique. Un lieu d'apprentissage, de savoir et d'ésotérisme pour les Celtes. Au moment de l'évangélisation de la région, les érudits gênent les autorités religieuses. Le clergé en plein essor va s'empresser de ternir la réputation des druides. On racontait qu'elle était maléfique, que cette école des sorciers pouvait avoir le mauvais œil sur plusieurs générations. La fumée noire s'échappant des lieux est montrée du doigt. Elle est présentée comme porteuse d'un funeste message. En réalité, elle est la preuve concrète de rituels funéraires païens, alors interdits en période obscurantiste. En général, au moment de la pleine lune, il y avait une réunion de druides, meneurs de loups ou autres sorciers. Ces hommes se réunissaient sur des hauts plateaux pour avoir une garantie de ne pas être dérangés. Dans ce contexte, la construction des souterrains prend une toute autre signification. Il y a une lecture particulière de certains détails architecturaux. Et ce que certains interprètent comme des conduits d'aération ou de ventilation, d'autres peuvent les interpréter différemment, et notamment comme des conduits pour une communication avec l'au-delà ou je ne sais quoi. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc on peut croire en Dieu et on peut croire aussi aux âmes des morts qui se baladent dans le truc. Les adeptes des druides, croyant en l'immortalité de l'âme, auraient conçu les souterrains comme un lieu de passage de l'âme des morts. Un endroit où les vivants peuvent communiquer avec l'au-delà. Une fois la tour des druides disparue, les souterrains demeurent. Ils auraient donc permis de poursuivre secrètement le culte des morts, un rituel qui dérange l'Église et effraie les habitants. Les gens, de manière générale, ont peur de ces souterrains. Et puis, bon, le monde souterrain, c'est le lieu où l'on enterre les morts, donc il y a ce lien direct à la mort. Les âmes des morts, en général, c'est pas bon signe. Et quand on en voit une, en général, c'est qu'on est mort dans les peu de temps après. Qu'il s'agisse du clergé ou de descendants de druides, des légendes effrayantes sont inventées pour décourager les plus téméraires d'approcher les souterrains. La légende raconte que les fées vivaient tranquillement dans les montagnes. Et puis un jour, elles se sont révoltées contre Dieu, et lequel, pour les punir, les a transformées en taupes. Et à partir de ce jour-là, ces taupes ont creusé ces souterrains. Les fées maudites deviennent alors malveillantes. Il y a des histoires où les fées vont voler les enfants des paysannes, les ramènent à l'intérieur du souterrain, en véhiculant cette idée d'êtres surnaturels qui sont pas forcément bienveillants. On évite tout un tas de choses et on laisse un peu à distance ce monde souterrain. Au fil des siècles, la légende fait son œuvre et on finit par déserter les alentours des souterrains annulaires. Les souterrains sont alors abandonnés, mais d'une bien mystérieuse façon. D'un seul coup, ils ont fermé les souterrains et ils les ont nettoyés, ils les ont fermés, murés. L'entrée, la tranchée à ciel ouvert a été remblayée de telle façon qu'on ne le voyait plus. Pourquoi ils sont passés où, on ne sait pas. Alors, abandon ou volonté délibérée de tout faire disparaître, qu'il s'agisse des adeptes de culte druidique craignant pour leur vie ou d'une quelconque autorité religieuse voulant détruire toute trace de pratiques interdites, le résultat est là. Les indices permettant de lever le voile sur ce mystère
ont tous été détruits. Les souterrains vont embarquer le mystère avec eux. Qui a vécu dedans et pourquoi? Ce seront des questions qui resteront pendant longtemps. Et je pense que plusieurs générations vont pouvoir se pencher dessus et peut-être pas trouver. Si pour certains, l'univers des ombres peut faciliter la communication avec des forces occultes, pour d'autres, ils permettent de se livrer à des activités beaucoup plus terre-à-terre. Au nord de Toulouse, là où la rivière Agou se jette dans le Tarn, les vestiges du château de Castella se dressent fièrement. Nous sommes à Saint-Sulpice-la-Pointe. Ce château que nous avons derrière nous a été construit au XIIIe siècle. C'était un château quand même très modeste par rapport aux châteaux fortifiés qu'on faisait à l'époque. Si les nombreuses guerres ont quasiment détruit cet édifice médiéval, les ruines de ce château fascinent encore aujourd'hui pour une raison étonnante. Ce château a une énorme particularité, c'est qu'il a un souterrain qui est énorme. Par bienveillance, le Seigneur avait creusé pour l'ensemble des gens qui vivaient dans la basse-cour un réduit aménagé pour pouvoir échapper aux divers dangers souvent liés à des pillages. Creusé au XIIIe siècle, en même temps que la construction du château, ce souterrain a surtout été utilisé comme un lieu de stockage. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a été le théâtre de surprenantes histoires. On ne vivait dans les souterrains que de façon temporaire pour échapper à un danger de mort. Tout simplement parce qu'on est terrifié à l'idée d'être sous terre dans cette maison du diable. Et les gens, pour eux, c'est absolument terrible. Cathares, protestants, sectes ésotériques ou simples villageois ont été contraints de se cacher dans les entrailles de la terre. Alors ils ont fait le nécessaire pour pouvoir stocker, dormir, prier et éventuellement se défendre. Ça a toujours été un lien très fort entre l'homme, quand il est en période de danger, et un moyen de survie. Mais le plus étonnant reste à venir. Car un souterrain peut servir à cacher des activités illicites. Et dans celui de Castella, au XVe siècle, on aurait fabriqué de la fausse monnaie. C'était un très long procédé et il fallait être assez alchimiste pour pouvoir frapper monnaie. Une pratique courante pour l'époque qui nécessitait de la discrétion, car elle n'était pas sans risque. Tout le monde au Moyen-Âge savait ce qu'il risquait s'il faisait la fausse monnaie. C'est le supplice du faux monnayeur, c'est la mort par ébouillantage, c'est le supplice de la marmite. Ce jeu dangereux est habituellement réservé aux hommes, mais ici, c'est une certaine Jeanne, duchesse de Berry, qui aurait commis le délit presque par nécessité. C'est vraiment pour faire face à son destin et survivre qu'elle devient faussaire. Comment cette aristocrate, Jeanne de Boulogne, s'est-elle transformée en Jeanne la Faussaire? Une histoire édifiante sur fond d'amour, de trahison et de cupidité. C'est en 1240 que le château de Castella a été édifié sur la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Au XVe siècle, Jeanne, duchesse de Berry, vient y trouver refuge. Quand elle arrive ici en 1418, elle est persécutée par son mari qui lui a tout pris, elle n'a plus le sou. Pour comprendre comment Jeanne arrive ici, fuyant son deuxième mari, il faut revenir 2 ans en arrière. En 1416, à la mort de son premier mari, elle hérite d'une immense fortune. Pas évident de gérer cette situation pour une femme seule, dans une France en plein chaos. Elle a vécu au milieu d'un désordre épouvantable, puisqu'il y avait sans arrêt des guerres entre les Armagnacs et les Bourguignons, entre le nord et le sud de la France, et c'était une véritable guerre civile. Cette veuve de 41 ans sait qu'elle n'a plus de temps à perdre pour trouver le grand amour, un homme fort et courageux qui saura la protéger. C'est un peu ce qu'elle avait imaginé, certainement, en épousant Georges de la Trémouille. Elle s'est laissée envoûter par ce garçon, qui était un truand mondain, qui était plutôt un guerrier pillard. Malheureusement pour Jeanne, Georges l'escroc ne faillira pas à sa mauvaise réputation. Il finit par la dévaliser de tous ses biens et détourne tous ses revenus, tout en accumulant les aventures et en menant une vie de débauche à Paris. Elle s'est vengée en demandant au roi de casser le contrat de mariage qu'elle avait avec son deuxième mari, Georges de la Trémouille. Lui est devenu fou furieux. Or, il était habitué
à se battre contre tout le monde. Donc elle a compris qu'elle risquait sa vie. La fuite reste la seule issue. Elle décide alors de se cacher au château de Castella. C'est un trou paumé ici, près de Toulouse, mais qui effectivement a été un lien formidable pour elle pour trouver refuge. C'est par nostalgie, en repensant à sa mère, qu'elle se dit qu'ici, elle sera en sécurité. En sécurité, mais ruinée. Ou presque. Jeanne va devoir apprendre à vivre avec peu de moyens, elle qui a toujours été habituée au luxe et au confort. Elle a été mariée une première fois avec le grand duc de Berry, le grand mécène du Moyen-Âge, qui avait 17 châteaux magnifiques, qui étaient les plus beaux d'Europe. Fini la grande vie. Jeanne n'a même pas les moyens d'assurer les frais de fonctionnement du château de Castella. Alors, elle va avoir recours à un incroyable stratagème. Jeanne a eu cette maîtrise et cette intelligence de gruger le système pour rester en vie. Elle décide de devenir faussaire. Alors c'est l'endroit idéal, il y a une forge au château et il y a le souterrain creusé dans la motte. Le souterrain lui a permis de survivre, de réagir au sort qui était le sien. Un choix dicté par l'urgence, mais on ne s'improvise pas faussaire du jour au lendemain. Heureusement, avec son premier mari, Jeanne a été à bonne école. Dans la guerre entre Bourguignon et Armagnac, le duc de Berry a été assiégé à Bourges. Au bout de 3 mois, il ne pouvait plus payer ses soldats. Comme il avait un trésor de joyaux, d'objets sacrés, mais surtout des objets en or et en argent, il est allé les chercher, il a tout fondu pour faire de la fausse monnaie. Elle décide donc de sacrifier les derniers objets précieux qui lui restent, les seuls qui ont échappé au pillage en règle effectué par son deuxième mari. Elle a pris tous les métaux précieux de son château de Ménez-sur-Yèvre et puis elle a fait fondre ces métaux ici. Puis elle passe à la phase de recrutement. Elle va mettre au travail une équipe de faux monnayeurs qu'elle connaît très bien, des faussaires qu'elle a récupérés à l'hôtel des Monniers de Bourges. Une véritable entreprise, une machine infernale qui du soir au matin travaille sans relâche à l'abri des regards dans le souterrain. Vous ne pouvez pas tailler des pièces 4 ou 5 tous les matins pour les commissions de la journée. Il faut un four, il faut fondre le métal précieux, etc. Donc vous le faites en une fois, ce qui fait qu'au bout de l'opération, vous avez un trésor assez important. L'opération est juteuse. Les profits sont considérables. La duchesse peut enfin rêver à une nouvelle vie, mais discrètement, pour ne pas éveiller les soupçons. Avec ses nouvelles devises, elle vit ici tranquillement, elle paye ses gens de maison, elle a une vie tout à fait normale. Elle avait une petite cour quand même, donc elle dépensait quand même beaucoup. Ça a été une aubaine pour elle de venir ici. Elle a dû chérir ce lieu. Ça lui a permis de vivre 4 années cachée, mais en vie, et elle pouvait s'occuper très très bien de tous les gens qui l'entouraient. Mais pour celle qui est devenue la faussaire du Castella, le répit est de courte durée. Dans la mesure où elle s'est servie de cet argent, de ces pièces de monnaie qu'elle avait fait en or ou en argent, ça a fini par se savoir. La nouvelle finit par arriver aux oreilles de Georges de la Trémouille. Dès lors, il n'a plus qu'une idée en tête, se venger. Pour cela, il n'hésite pas à user de son influence. En tant que favori, c'est lui qui écrivait les lettres du roi, et c'est certainement lui qui a dicté une lettre au sénéchal de Toulouse en disant « La duchesse fait de la fausse monnaie dans son château du Castella à Saint-Sulpice, donc vous allez l'arrêter et vous confisquez ses biens. » On envoie le sénéchal de Toulouse ici en 1422 pour la condamner à mort. Mais Jeanne a conservé de solides amitiés parmi les notables. Elle est prévenue de l'arrivée du sénéchal et elle s'enfuit une fois de plus. Elle s'est mise sous la protection du comte de Castres, qui était Jacques de Bourbon-Lamarche, qui était lui aussi un grand aventurier. Elle savait qu'elle serait tranquille parce qu'elle serait protégée par un type qui était prêt à se battre pour elle. Alors lui, il lui a envoyé ses troupes de chevaliers qui, effectivement, après avoir traversé en barque la Goutte, ont pris Jeanne et l'ont escortée jusqu'au château de Roquecourbe, dans le Cidobre. Elle a pu se mettre sous la protection de Jacques jusqu'à sa mort. La disparition de Jeanne ne met pas fin aux zones d'ombre qui entourent à la fois ce personnage fascinant et le souterrain du château de Castella. Ce fait historique a fait naître une légende d'un trésor dont on parle encore aujourd'hui, qu'on n'a jamais retrouvé. Elle en a dépensé une partie. Qu'est-ce qui restait? On ne le sait pas. On ne sait pas davantage où se trouve ce mystérieux trésor. Je pense qu'elle est partie avec. Elle n'avait pas fait tout ça pour le laisser dans les souterrains du Castella.
Est-ce que c'est Jacques II de Bourbon qui se l'est approprié à la mort de Jeanne? Est-ce que c'est quelques pilleurs qui sont passés par là et qui l'ont emporté? Ce qui est certain, c'est que rien n'a été retrouvé ni à Saint-Sulpice, ni au château de Roquecourt. Introuvable encore aujourd'hui, ce trésor alimente les légendes les plus folles. On vous raconte en fait que quand on est venu l'arrêter, elle va organiser sa fuite. On prend le butin, il remonte la rivière et malheureusement, elle va périr noyée dans un tourbillon à quelques centaines de mètres du Castellat. Et on l'a dit noyée à Saint-Sulpice. Si elle est morte à Saint-Sulpice, ici, mais pour les gens, c'est obligé qu'un jour on retrouve ce trésor, quelque part sur les berges de Lagoux ou autour du château du Castellat. Il n'en reste pas moins qu'on n'a jamais rien retrouvé. D'autres vont soutenir des hypothèses plus pragmatiques, avec une interprétation plus terre-à-terre. Chacun peut même supposer, par exemple, que Jeanne est restée en vie et s'est peut-être fait passer pour morte. Et ce trésor, elle l'a dilapidé dans son intégralité. Je pense qu'elle l'a mis à la disposition de son protecteur. Ils l'ont bu, ils l'ont mangé ensemble, avec plaisir et joyeusement. En quête d'amour depuis son plus jeune âge, Jeanne a finalement vécu sous la coupe de l'argent jusqu'à sa mort. Et d'une certaine façon, le souterrain de Castellat a été à la fois le lieu de sa renaissance et de sa déchéance. Conspiration, célébration interdite, rituels morbides, communication avec l'au-delà ont marqué l'histoire discrète de ces lieux où règne la pénombre. Les traces laissées par leurs occupants successifs témoignent encore aujourd'hui d'une histoire parallèle particulièrement mystérieuse. Les souterrains ont effrayé des générations entières, porteurs de légendes et de rumeurs incroyables. Un monde méconnu qui permet de porter un autre regard sur ce qui se passait en surface, en pleine lumière.